La nouvelle législation qui nous touche, celle qui est annoncée lors de ce fameux Black Friday par notre premier ministre Trudeau, en est une qui touche énormément de tireurs sportifs, mais aussi beaucoup de chasseurs. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Patrick que je vous présente dans 30 secondes, mais voici de quoi on vous parle. On vous parle du non-sens absolu dans la logique qui est utilisée pour lister ces fameuses armes-là dans une liste qui tend à les bannir. Donc, vous savez que présentement, elles sont bannies, les armes qui sont dans cette liste-là. Et d'emblée, le premier ministre, ce qu'il a annoncé, c'est que cette liste-là allait être faite en vertu, critère numéro 1, des armes qui avaient été développées, qui avaient été utilisées pour tuer des individus, donc développées pour utilisation principalement militaire. À ma gauche, un bon ami à moi, Patrick, ça va bien? Oui, Martin, et toi? Ça va super bien. Pat, c'est un armurier retraité des Forces canadiennes, un weapon tech des Forces canadiennes, qui aujourd'hui est un armurier civil. Quelqu'un qui a de l'histoire dans le corps puis qui a de la connaissance aussi. Pat, on a 8 armes devant nous autres, puis Oui. aujourd'hui, on va jouer un petit jeu de devinette. T'sais, on ne le dira pas tout de suite. Tu vas nous présenter ces 8 armes-là. Parfait. Parmi ces armes-là, je vous dis, il y en a 6 qui ne sont pas sur la liste et qui ont été utilisées ou développées pour utilisation militaire, donc pour tuer des gens, comme le premier critère. Et il y en a 2 qui ont été mis sur la liste, mais qui n'ont rien à voir avec ce critère-là. Puis là, chose bien importante, on n'est pas en train de faire le procès à savoir que certaines armes devraient être sur la liste, c'est de démontrer le manque de sens commun dans l'établissement de ça, le côté conséquent entre le speech et Le manque de cohérence Oui. entre ce qui est la réalité et ce qui nous est dit dans les médias ou ce qui nous est annoncé par le gouvernement. Pat, on commence par là-bas. Là, on ne le dit pas tout de suite, mais il y a 2 armes là-dedans qui sont sur la liste. Il y a 6 armes qui ne sont pas sur la liste. On va faire la présentation. Tu as quand même une belle collection d'armes. Il y en a des militaires, il y en a pas. Commence par la première sur le bout. Oui, ici, c'est la SVT-40, un arme semi-automatique. Écoute, Martin, je vais prendre un petit peu mes notes là, pour ne pas compter n'importe On quoi. a pris des notes pour aller chercher les années de développement Oui. et pourquoi ça a été utilisé. Ça a été développé à la fin, vers la mi-fin des années 30, 1930, pour l'armée rouge. OK? Exclusivement pour l'armée rouge. Donc ça, c'est une arme de développement purement militaire. Effectivement, cette arme-là a été développée uniquement dans un seul but, aller à la guerre, et elle a été utilisée pendant de nombreuses années, en fait jusqu'à la fin 1945, par l'armée rouge. Est-ce que c'est une arme qui est aussi utilisée dans un cadre de chasse? À l'occasion, on le voit parce que le calibre permet la chasse au gros gibier avec. À l'occasion, oui, on va l'avoir, mettons, pour les gens qui voudraient chasser l'ours, mettons, sur un gros gibier avec une arme d'époque. Donc, la catégorie de chasseurs qui sont des amoureux ou des conservateurs vont l'utiliser dans ce cadre-là. Sinon, c'est une arme qu'on va voir sur les pas de tir sportifs, de Exactement. manière sécurisée, etc. Ça, c'est non restreint. Ben, du moins, on parle toujours avant le vendredi. C'est une arme qui était catégorisée comme étant non restreinte. Exactement. On ne donnera pas son état actuel pour l'instant. On passe à la prochaine. Étant donné que la liste est très vivante, Oui. ça peut, Ben ça, c'est un autre ça point. peut s'appeler à jouer. Exactement. À tous les jours, on a des annonces de nouvelles armes. Passe à la prochaine. Ça, c'en est une qui est très connue. Puis il y en a eu quelques... Il y en a eu beaucoup, beaucoup Ça, d'exemplaires. c'est là. une, Martin, qui donne la frousse à tous les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Et avec raison. De la frousse et des cauchemars. Écoute, c'est une Mauser 98. Communément 8 mm Mauser pour ceux qui en sont propriétaires dans le plupart des cas. Exactement. Cette arme-là a été adoptée en juin 1935 comme arme de service pour, écoute, j'ai un petit peu de misère à prononcer, la Wehrmacht. Wehrmacht. C'est très, Pour très l'armée, québécois. l'armée allemande. Et c'est une arme de guerre qui a été excessivement populaire pour plusieurs raisons. C'est une arme à verrou. Quand tu n'as plus de munitions, tu ne peux pas fermer le verrou. Oui. Ça prévenait, ça empêchait les soldats allemands de se faire tuer en essayant de tuer quelqu'un avec une chambre vide. Bonne Et idée. parce que, bon, ensuite de ça, là, il y a eu plus de 15 millions d'exemplaires de produits de cette arme-là. C'est la raison pour laquelle on en retrouve beaucoup dans les mains de chasseurs, conservateurs d'armes d'époque et d'histoire militaire qui chassent actuellement avec la 8 mm Mauser. Moi, j'en vois beaucoup passer de ça. Les gars, ils me demandent, Patrick, est-ce que c'est encore sécuritaire de tirer avec? On peut-tu l'ajuster? Beaucoup de compagnies font des montures, même Léopold fait des montures une pièce pour
mettre sur ça pour rendre l'arme sport avec télescope, et c'est des armes qui sont très, très précises. Très prisées des chasseurs de chevreuils 8 en mm forêt. Mauser, pré-71, c'était non restreint. On vous donne l'état un petit peu plus tard. Mauser, 8 mm Martin, Mauser, très connu. si je peux t'interrompre Oui. quelques secondes, tu vois l'action, je vais te la redonner, l'action de la 8 mm Mauser, Oui. une arme moderne de Oui. chasse. J'ai pas de clip, moi je peux pas. Il y a un clip, mais il est vide, fait que je Non, peux pas c'est fermer. un Oh, oui. full plate. Écoute, Martin, je vais te la montrer dans l'autre sens pour la caméra. Regarde les deux actions. Oui. C'est deux actions identiques. Ouais, c'est comme, ça c'est comme, si on veut, le C'est la Pink base. Floyd du rock ou le Led Zeppelin du rock. là. C'est une action qui est à la base du développement d'énormément d'actions sporterized, si on veut, qui sont présentes sur nos armes de chasse. Et comme beaucoup d'armes de chasse, ben, il y a beaucoup d'armes qui sont développées au travers du tir sportif ou encore au travers des mécanismes les plus populaires comme ça, qui ont perduré dans le temps, puis qui ont prouvé leur efficacité et leur durabilité en termes de précision. C'est sûr. Prochaine arme. Oui, prochaine arme, c'est une 303 Lee Enfield. Elle, je crois que c'est une numéro 3, une marque 3, avec sa baïonnette. Ce qui définit une arme comme étant une arme qui sert à faire une assaut. Parce que, hey, en passant, je peux-tu clarifier quelque chose tout de suite? Oui. Arme d'assaut. Je vais juste prendre mon téléphone 2 petites secondes, là. On va terminer ça après. Là. Arme d'assaut. Je suis au niveau de la législation canadienne concernant les armes à feu. Il y a un paragraphe qui est super intéressant. Ça dit « Le terme arme d'assaut n'est pas défini dans les dispositions législatives canadiennes sur les armes à feu. » Effectivement. C'est arme d'assaut, là, ça n'existe même pas comme terme. Ce qui peut définir le purpose assaut d'une arme, c'est entre autres, dans le cas de ces années-là, les baïonnettes, qui étaient vraiment un outil qui servait pour faire un assaut. De dernier recours. Des coups, ouais. Ou la répétitivité des coups, comme dans les armes qui sont automatiques. Ce qui, on le sait, depuis 1977, puis l'autre vague en 94-95, sont déjà prohibés pré-loi 71. Donc, la Lee Enfield, qui a été modifiée 22 pour faire tirer les cadets, entre autres, au Canada pour leur apprendre à tirer dans les sports de tir. Exact. Qui ont mené certains de ces cadets-là au niveau olympique à représenter le Canada en biathlon. Oui. C'est la Lee Enfield, la fameuse Lee Enfield. Oui, puis c'est aussi la même arme que beaucoup de gens ont un mononcle ou un grand-père ou une grand-mère. Tu aurais besoin d'une nouvelle carabine. Ah non, j'ai ma vieille 303 d'armée, ça va bien. Eh bien, c'est de voilà. ça. Moi, les trois petits morceaux de bois pour la exactement. rendre sport. Exactement. Ça fait partie de l'histoire et du développement de la chasse. Absolument. Surtout au Québec, là, c'était très présent. Mais gardez en note que cette arme-là a été développée exclusivement pour les forces armées britanniques et les alliés du Commonwealth. Encore là, pré-loi 71, ça c'est non restreint. Oui. On vous donne l'état après. Ici, montre-moi ça, va. Ça, c'est une variante. Oui. Si je ne me trompe pas, ça, c'est une numéro 5. Oui. Jungle, Oui. avec canon plus petit. Certains parachutistes sautaient en bas des avions avec ça, étant donné la longueur du canon un petit peu plus courte. Elle a eu une légère modification, mais somme toute... Fin de la guerre 39-45. Exactement. Puis, celle-ci aussi a été développée exclusivement pour les parachutistes ou les gens dans certains pays du Commonwealth qui avaient des plus un environnement humide et tout ça. On le voit. C'est pas un bleu, c'est une peinture. OK, c'est bon. Fait que, développement exclusivement militaire. Donc, dans la définition de M. Trudeau, ça, c'est une arme qui a été développée pour faire feu vers des individus. Vers des ennemis. Des gens. Puis, au calibre qu'ils ont mis jusqu'à date, dans les armes qu'on a présentées, plutôt efficace. Plutôt efficace. On parle de quoi comme calibre là-dedans? 303 British. Aussi? Oui. Les deux, en fait, là... Lee Enfield, c'est le... Lee Enfield, c'est... À part quelques petites modifications au niveau du receiver, et à gauche puis à droite, je ne suis pas un expert en Lee Enfield, mais somme toute, de base, quelqu'un qui arrive avec ça chez nous ou que je vois au chantier, dit hey, une 303 British. Et voilà. Tout le monde sait exactement. Son état avant la loi 71 est arme à utilisation sans restriction. Exact. Ça, c'est une belle pièce. Ça fait jaser dans le présent dossier parce que c'est la représentation même pour nous, Nord-Américains, de ce qu'est une arme de développement militaire. Oui. En fait, là, un fusil
d'assaut, si on reprend les termes Qui n'existe pas, mais qu'on porte à ces galvaudés, armes-là. si on veut. Ça, c'est une Garand M1. La fameuse M1 Garand. La fameuse M1 Garand, qui a été développée, écoute, par Springfield Armory pour remplacer la Springfield 1903. Ça, c'est une carabine de calibre 30-06, Oui. semi-automatique, par emprunt de gaz. 30-06, vous connaissez ça, 30-06? 30-06, chassé chevreuil, ours, orignal, caribou à Puis l'époque. c'est utilisé. Encore aujourd'hui, on en a sur le marché qui sont utilisés pour la chasse en calibre 30-06. Effectivement, moi j'en ai eu une jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps que j'utilisais quand je chassais en forêt, où c'est que j'avais pas besoin d'avoir un optique, un système de visée super perfectionné. On chasse de proche, mais je veux un abattage propre. C'est pesant, mais ça fait une super belle job. Pour ça, je l'ai déposé. Puis, M1 Garand, son ami la baïonnette là, qui vient avec. Ben, pas développé pour la chasse, on va pas à l'ours avec une baïonnette. non, puis une baïonnette, c'est pas fait pour couper, là, comme C'est vous fait pour pouvez voir. percer. C'est fait pour percer, fait que même pour vider votre ours, oubliez ça. Ou pour réparer le déclencheur ou le sling qui ne marche plus. OK. Encore là, ici, M1 Garand, prix 71, c'est non restreint. On va en venir à son état actuel. Ça ici, écoute, ça fait partie pas juste de l'imaginaire de bien des jeunes, mais ça fait partie de l'histoire de la chasse en Amérique du Nord, Oui, puis pas à peu absolument. près. La fameuse 30-30 lever action, qui a été faite en d'autres calibres, mais ici 30-30 lever action. Très peu pensent que c'est une arme militaire, mais c'est une arme qui a été développée et utilisée par les militaires. Très largement utilisée. L'armée américaine, au cours de la Première Guerre mondiale, et un petit peu avant, elle, c'est une 1892, par contre. C'est un autre calibre que 30-30, mais c'est une Winchester, là, comme on connaît tous. Il danse avec les loups, on est dans les années 1890, où est-ce que les Rangers sont dans des outposts. C'est ça. Ça, c'est la fameuse Winchester que tout le monde connaît. Oui. Okay? Différentes variantes, mais bon, différents calibres aussi. Celle-ci a été fabriquée en 1892 pour s'adapter aux munitions des soldats de la cavalerie qui possédaient des revolvers en 44-40. OK. Ils voulaient une arme, les soldats voulaient une arme capable de tirer les mêmes munitions dans leur revolver que dans leur carabine. Il s'est tué, malheureusement, il y a eu des massacres incroyables avec une arme que tout le monde pense est une arme de chasse à la base. Bien, c'est de dire que suivant les dires qu'on entend à la télé et la désinformation, ceci, si on prend les mots du premier ministre Justin Trudeau dans sa catégorisation d'une arme d'assaut, son terme arme d'assaut, d'arme faite pour tuer des gens, alors ceci a été faite pour ça. Ceci est une arme d'assaut. Dans leurs mots à eux. Vois-tu, ça a été repris à la Première Guerre mondiale. Les États-Unis d'Amérique, pendant la Première Guerre mondiale, ont équipé le soldat avec des modèles 94, que tout le monde connaît, la bonne vieille 30-30 à mon oncle. Oui. Puis, au début de la Deuxième Guerre mondiale, les Rangers canadiens, sur la côte du Pacifique, pour prévenir un envahissement des Japonais, se sont vus échouer par l'armée américaine, se sont vus... légués, donnés. Échouer, issue, j'ai de la misère avec le terme français, ça leur a été donné pour défendre la côte du Pacifique, comme arme de guerre. Et voilà. Arme défensive, offensive. Là, on va mettre ça au clair parce que là, on s'en va sur l'autre bout de la table ici. Oh boy. OK. Tout ce qu'on vient de vous présenter sont les seules armes sur la table qui ont été, dans les critères de M. Trudeau, développées pour tuer des individus et utilisées dans un cadre militaire. Toutes ces armes-là ne sont pas présentes sur la liste des armes bannies de la nouvelle législation entourant la C-71 de M. Trudeau. Donc, ici, on ne délate pas des armes qui devraient y être. On présente le non-sens complet de la logique dans laquelle a été établie cette liste-là. On nous dit armes développées pour tuer. Regardez bien ce qui suit. Tout ce qu'on vient de vous présenter, c'est du militaire. Ça n'est pas présent ni ciblé. Patrick, la Ruger Mini 14. Ah, la fabuleuse Ruger Mini 14. Qui, vous l'aurez deviné, et vous l'aurez entendu, est dorénavant prohibé dans les critères qui nous ont été livrés, développés pour tuer des gens, et etc. Décris-moi ça, Ruger Mini 14. Ruger Mini 14, c'est une arme semi-automatique avec un petit chargeur. Oh, tu peux l'ouvrir. Elle reste ouverte. Il n'y a pas de munitions dedans.
Petit chargeur de 5 coups. Légal. Ben oui, absolument. S'il n'est pas sur une Ruger Mini 14. Excusez. Puis, ça, c'est une arme qui a été développée après les guerres, après le Vietnam, pour les fermiers, les ranchers aux États-Unis, dans l'Ouest américain et dans l'Ouest canadien. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils se parlent. Oui. Puis, c'est un arme qui a été développé pour faire un certain contrôle des petits gibiers nuisibles. Donc, Comprenez-moi bien, les petits gibiers, les animaux Oui. et non les humains, les petits gibiers nuisibles tels que le coyote, le renard, les groundhogs, les gophers, appelez-les comme vous voulez. Faire ce là. qu'on appelle de la déprédation. C'est une arme qui a été développée pour faire de la déprédation animalière avec les animaux qui étaient à problème sur les fermes. À l'origine, elle venait avec une crosse de bois, la première version. Puis, on ne pouvait pas mettre de télescope parce que, bon, à l'époque, c'était pas très populaire. Par contre, c'est vraiment une arme qui était développée avec l'industrie agricole Oui. pour pouvoir être mis sur un tracteur ou à cheval. Beaucoup de gens étaient toujours à cheval là, dans les grandes prairies et tout ça, pour être capable de tuer loups, coyotes, renards, marmottes et compagnie pour éviter les plus grands nombres de pertes possibles au niveau des bovins, tout ça, qui peuvent se casser une patte d'un trou, peu importe. Ça n'a jamais été une arme qui a été ni même considérée par quelque armée que ce soit, forces armées organisées, on ne parle pas de terroristes ou de groupes de guérilla ou quelque chose. Je parle d'une armée organisée, telle que l'armée canadienne, l'armée américaine, l'armée israélienne. C'est pas une arme militarisée. Ça n'a non, pas été conçu pour ça, ça a été conçu pour pas la du chasse. tout. Vraiment pour la chasse au petit gibier, point final. Arme qui est présentement sur la liste des armes prohibées. Évidemment, on va pointer rapidement j'allais dire le capital, mais la pression politique, puisque c'est l'arme qui est utilisée à la Polytechnique. Maintenant, ça n'aurait pas été la Ruger Mini 14, ça aurait été une autre arme. On la désigne tristement et on est les premiers, les chasseurs, à vouloir mettre des pressions sur le contrôle criminel des armes à feu, le contrôle transfrontalier des armes à feu. Mais dans une désignation utile des armes, lorsqu'on aborde le point de vue armes développées pour, la Ruger Mini 14 ne s'y inscrit, mais pas du tout, parce que ce n'est pas une arme de cette catégorie-là, pantoute. Pas du tout. Les nouvelles et les malheureux événements en font une arme qui est maintenant bannie. Ça aurait pu être n'importe quelle autre arme. Oui, puis Martin, au niveau mécanique de cette arme-là, comme à même titre, c'est une copie miniature, en fait, de la Garand. Oui. Okay? Mais c'est pratiquement... Ça prend tout qu'un tour de magie pour rendre cette arme-là capable de tirer plus qu'un coup par pression de la détente. De faire d'autres choses qu'une arme semi-automatique avec cette arme-là. Et voilà. Puis pourtant, dans mon ancien travail, on a essayé. Ruger Mini 14, maintenant considéré comme prohibé, qui n'a pas été développé comme toutes les autres armes qu'il y a là pour fin militaire, rendu prohibé. À ce temps que tu y as touché, ben, lave-toi plus les mains parce que tu pourras plus. Là, je m'en vais dans le méchant. Méchant. OK. Ça représente une aberration, Oh boy. je pense, encore plus grande dans cette histoire-là. Et le look y est pour beaucoup. On a vu, entre autres, dernièrement, je pense dans les derniers jours, une Deria, la MK12 en calibre 12, qui a ce type de look-là être prohibé pour un look, pour une apparence. Alors que si on veut cibler une problématique, ce qui est intéressant, c'est la fonctionnalité de l'arme qui est à cibler. Là, ici, look, répétitivité semi-automatique comme plusieurs armes de chasse. Pat, quand Armalite Rifle a mis cette arme-là sur le marché, la AR, qui ne veut pas dire Assault Rifle ni Automatic Rifle, mais Armalite Rifle, modèle numéro 15, c'était pas du tout pour tirer sur des individus. Pas du tout. La façon que les AR-15 et Armalite Rifle ont été développés, ont été repris par Colt et développés pour l'armée est un peu hasard. Oui. C'est Armalite avait vendu quelques armes sport pour, justement, à même titre que la Ruger, mais bien avant la Mini 14, pour justement aussi faire de la déprédation. C'était aux États-Unis. On sait tous qu'aux États-Unis, ils ont un petit penchant pour les armes
avec une plus grande capacité. Oui. Ils ont des règles et règlements très différents des nôtres au Canada. Eux peuvent se promener avec une arme, avec un chargeur introduit dans le magwell, qu'on appelle, mais pas dans la chambre. Oui. À l'intérieur de le véhicule, ils voient un gibier quelconque, ils débarquent, ils arment l'arme, ils tirent. Bon, chaque comté, chaque État, c'est très compliqué de s'y retrouver là-dedans, qu'on va rester au Canada. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un propriétaire, un fermier, qui avait acheté une AR-15 de Armalite, qui est allé au chantier, puis avec ses amis, il tirait de ça. Puis, en civil, un samedi après-midi, il y avait un général de l'armée américaine qui a vu cette arme-là. Il a demandé pour l'essayer, il l'a essayé, il l'a adoré. Il en a acheté une, lui-ci. La chose, c'est que ce général-là avait du poids politique puis du pouvoir au niveau du développement et de la recherche d'une arme à feu pour les soldats au Vietnam. Oui. Colt était déjà dans le processus d'essayer de trouver quelque chose, n'avait pas des droits de reproduction, ont acheté les droits de reproduction et en ont fait la M16, la Military 16, peu importe comment on veut l'appeler, le modèle 16. Qui est inspiré de l'AR-15. Qui est inspiré de ça, mais au niveau mécanique interne, qui est totalement différent, mais totalement différent, ça se compare même pas. Là, ici, c'est sûr qu'on a, sur le plan esthétique, plusieurs éléments qui viennent la rendre, lui donner un look qui est très, on va le dire, black gun, Oui. et qui est très marketing, plus que fonctionnel au niveau des éléments qu'on ajoute dessus. Oui. Essentiellement, le but de cette arme-là était de fournir aux fermiers une arme compacte qu'ils pouvaient traîner dans leur tracteur de ferme, par exemple, pour justement pouvoir participer aux activités de déprédation du territoire. Les loups, les coyotes, ici, les ça. À l'époque, les garde-mains puis les crosses la crosse était fixe, le garde-main était en plastique, il y avait une hausse en avant, il n'avait pas besoin de télescope. Puis, si tu cassais un morceau, c'était des morceaux interchangeables qui ne coûtaient pas cher. Ça a été repris. Beaucoup de choses ont été reprises pour développer une arme pour le combat. Mais la AR-15 n'a jamais été même été pensée par Armalite pour être vendue à l'armée américaine ou peu importe l'armée du monde. C'était une Varmint Rifle. Un peu comme l'AR-7 Explorer, qui était plus un long carbine, comme c'est qu'on a devant nous autres. Vous vous souvenez, il y avait le butt plate en arrière, on pouvait le retirer, puis il y avait les outils pour nettoyer l'arme, où on pouvait mettre un kit de survie. C'était le AR-7 à ce moment-là, l'Armalite Rifle Model 7. Oui. C'est l'Armalite Rifle Model 15, qui s'est, et on va utiliser le terme du reste du Canada, modernisé au niveau de l'ergonomie, au niveau de la prise en main, au niveau qui s'est modernisé, point final. Maintenant, l'autre dossier qu'il y a par rapport à l'AR-15, et là on va le faire quand même brièvement, c'est la capacité de la rendre pleinement automatique. Si on prend les armes civiles, ça prend plus que du machinage, là, parce que même le trigger group, la cavité du trigger group n'est même pas de la bonne grandeur pour le faire. Exactement. Vois-tu, Martin, là, pour prendre une arme AR-15 comme ça, c'est sûr qu'on va en avoir des commentaires qui vont dire « Ah, c'est facile, moi je connais un tel. » Non. Je veux dire, monsieur, madame, tout le monde, pas monsieur, madame, tout le monde, en fait, un tireur sportif qui va acheter ça, premièrement, il ne voudra jamais la mettre full auto. Non. Parce qu'il enfreint les règles. Puis les tireurs sportifs, c'est les gens qui respectent le plus les règles quant aux armes à feu. Sont tellement surveillés que ça serait complètement stupide de tout perdre pour un sélecteur de tir qui peut tirer 3 ou vider un chargeur de 5 balles. Je veux dire, un chargeur de 5 balles, là. Oui. On s'entend, là? Oui. Et on ne peut même pas modifier ce chargeur-là. Il est crimpé à même le métal. Et on va s'entendre de toute façon, les gars qui utilisent les AR-15 dans les disciplines sportives comme le CQB, par exemple, le font dans un cadre qui est standardisé, normalisé. Il y a des classes. C'est international. Et d'arriver avec des armes automatiques ne serait carrément pas accepté. C'est complètement illégal. Donc, l'avantage de l'AR-15, oui, c'est son ergonomie au niveau du tir, du tir sportif, mais dans une discipline qui est encadrée et qui est sécurisée. Là. Donc, Patrick, on s'arrête là, mais résumé. On a 8 armes sur la table. Oui, il y en a 5 qui ont été désignées. Je reviens avec ça. On en a 5 qui sont désignés exclusivement, mais sans aucun autre but que de faire la guerre. On en a une, Martin, la Winchester, que elle, c'est un peu un mix des deux.
puis ça l'a bien servi à tout le monde. Mais on en a deux qui n'ont vraiment pas été développés pour ça. Donc, qui Pas s'écartent. du tout. C'est de démontrer le côté complètement obsolète de la façon dont on introduit la nouvelle au travers de la population, où est-ce qu'on va cibler les armes qui sont à caractère militaire, qui ont été développées pour tuer des gens. Eh bien, on a l'exemple parfait devant nous autres, là. On vient de vous présenter 6 armes sur 8 qui ont été développées dans ce cadre-là et qui ne sont pas visées par cette loi-là. Et les deux seules armes qu'on a sur la table ici qui ont été développées pour un tout autre cadre, c'est-à-dire du tir sportif et de la chasse, qui sont dans des calibres beaucoup moins problématiques que ces armes-là ici en termes de puissance d'impact, bien, elles sont visées de par leur look ou de par leur historique au niveau des tragédies au Québec et sont listées comme étant prohibées aujourd'hui. Malheureusement, c'est ça. Mais Martin, on va faire juste une petite questionnement comme ça. Je vais te demander de te reculer un petit peu. Oui. Puis, on va prendre les armes, on va les placer en ordre de vision dangereuse. Oui. Celle qui a de l'air le moins épeurante à celle qui a de l'air le plus épeurant. En termes visuels? En termes visuels. Je vais prendre la Winchester. Ensuite de ça, elle, puis elle, elle, je vais la mettre ici parce qu'il y a un chargeur. Oui. Hein, un chargeur. Celle-là, comme ça. Ouais. Ça va. Écoute, monsieur, tout le monde a déjà, monsieur, madame, tout le monde a déjà vu ça. Bon, OK, les 303. Moi, je placerais peut-être la Ruger avant la M1. La Bolt Action, non, mais je veux dire qui a de l'air le moins dangereux à ce qui a de l'air le plus dangereux. Ben, écoute, elle est ambiguë. Je suis pas d'accord avec toi, moi, parce que ça, là, ça ressemble à une semi-automatique avec une crosse synthétique. Oui. Essentiellement. La crosse de bois était cassée, donc j'ai dû mettre une crosse synthétique. Avec un télescope de type chasse. Moi, je vais te dire ça, puis la M1 Garand, là, si... Pas mal ensemble. Pas mal ensemble. Oui. Je prends mon droit de veto, ça s'en va là. OK. OK. Ils sont placés en ordre de look dangereux. Oui. 30-30? Combien de millions d'armes comme ça qui s'est produit dans le monde? Énormément. C'est fabriqué depuis avant 1892. Je veux dire, celle-là, fabriquée en 1892, elle a 100 beaucoup d'années. Puissance légale d'impact reconnue par le Québec pour la chasse au gros gibier. Au-delà du 6 mm. Donc, capable de terrasser n'importe quel gros gibier au Canada. Oh, puis ça l'a fait. Écoute, ça a tué des bisons. Buffalo Bill. 303 de l'armée. Oui. Tout le monde sait que c'est une 303 de l'armée. 303 de l'armée. 8 mm Mauser. Ceux qui Calibre ici aussi suffisant pour terrasser un grand gibier et reconnu légalement pour le faire. Absolument. Et encore largement utilisé. Là. Oui. J'en vois une centaine par année de ça. Les gens viennent ou m'appellent. Peux-tu checker ma 303? C'est une vieille 303 de l'armée. Es-tu encore sécuritaire à tirer? Si elle l'est, je lui dis. Si elle ne l'est pas, je lui dis aussi. Puis là, c'est à eux de faire un choix. 8 mm Mauser. Ceux qui pensent qu'une 3006, là, ça c'est un bébé 3006, là, au palais, ils n'ont jamais vu un chevreuil dropper avec ça. C'est même distance, je prends celle-là. Puissance d'impact intéressante et calibre aussi légal pour la chasse au grand gibier, donc capable de terrasser un grand gibier au Canada sans aucun problème. Exactement. Ruger Mini 14. Oups, on prend le drop. Palais. Calibre 2,23. Oui. 5,56 mm, donc en dessous du minimum légal pour la chasse à tous les gros gibiers. On se répète, ça n'est pas un calibre reconnu légalement pour chasser le grand gibier au Québec. On n'a pas le droit de faire feu sur un grand gibier avec une 2,23. On juge la capacité ou la puissance de frappe non suffisante pour le faire. Puis, c'est vrai, pour avoir vu quelques gibiers qui avaient été braconnés et malheureusement non retrouvés, tirés avec des petits boulets, soit 22-250, 2,23, qui est tout le même diamètre, en dessous du 6 mm. Malheureusement, oui. M1 Garand. M1 Garand en calibre 30-06. Elle aussi fabriquée exclusivement pour l'armée américaine. Ça remplaçait la 1903, qui était à verrou, qui était très similaire, je dirais, là, à la Mauser. OK. Encore là, 30-06. Oui. Puissance de feu suffisamment amplement suffisante puissante pour terrasser un grand gibier, calibre reconnu légal pour chasser le grand gibier. Ben en fait, tes viewers, tes téléspectateurs, tes auditeurs. La très grande majorité ont des 30-06 à la maison. C'est avec ça qu'ils chassent. Ben oui. Oui. C'est comme probablement le calibre le plus populaire sur la Terre, même en Afrique, Martin.
La Al Capone russe, elle? Même en Afrique, Oh Martin, oui, 30,06. 30,06. un de tes gibiers a subi la faute d'une 30,06. Oui, oui, c'est un coup d'où tombe avec une 30,06. Pas mal le reston. C'est exactement. Oui. Bon, la Al Capone des Russes. Oui. La SVT 40. Calibre. Arme de calibre 7,62 par 54 AR. Oui. Ça a de l'air bien technique. En gros, là, c'est une 303 russe. Et voilà. Et voilà. C'est quand même assez facile de se méprendre quand tu vois 303 British puis une cartouche de 303 russe de 762-54 R. Quand tu les regardes vite, toutes les deux, ils se ressemblent énormément. Là. Les caisses de balles corrosives. Mais il se fait aussi de la munition pour la chasse. Oh oui, définitivement. Et c'est un calibre qui est aussi reconnu au Québec comme étant légal. Donc, ça a la puissance d'impact essentielle et nécessaire pour terrasser un grand gibier. Exact. AR-15, majoritairement 5,56 NATO, donc c'est de la 2,23. Oui. Même chose ici. Puissance de feu totalement pas suffisante pour terrasser un grand gibier. La plus belle preuve là-dedans, c'est que c'est pas légal. Ça, c'est une autre aberration. Le premier ministre Trudeau qui dit en pleine télé, les Canadiens n'ont pas besoin d'un AR-15 pour tirer sur un chevreuil. Monsieur le Premier ministre, vos propres lois en matière d'utilisation des armes à feu et en matière de chasse, la législation nous interdit depuis très, très, très longtemps au Canada de chasser avec le calibre 2,23 dans le grand gibier et encore moins avec une AR-15 qui est une arme à utilisation restreinte, donc qui ne peut pas se promener dans le bois comme elle le veut. Alors, vous voyez, c'est un peu, la chronique d'aujourd'hui, c'était un peu pour vous démontrer le point de vue obsolète et le manque de conséquences entre ce qu'on présente et la façon dont on l'applique. Vous avez là des armes purement militaires qui ne sont pas salistes, et vous avez des armes qui n'ont rien à voir avec le côté militarisé ou le côté tuer des personnes, qui sont sur la liste et maintenant prohibées. Donc, le premier critère qu'on vous présente pour l'établissement de cette liste-là ne suit pas du tout l'établissement de cette même liste-là. Martin, je vais rajouter quelque chose à ça. Cette arme-ci, la Ruger Mini 14, oui. qui est tristement célèbre dû au massacre de la Polytechnique, qui, je sais que tu partages mon opinion sur le massacre de la Polytechnique, qui est une chose qui n'aurait jamais dû arriver. Jamais, jamais. Jamais dû arriver, et je suis le premier à dire, si vous connaissez quelqu'un qui bat sa femme ou qui fait de la violence envers sa femme, ship-les ici, on va l'ajuster. OK? Ça, c'est une arme qui n'a jamais été développée pour les militaires, qui tire 5 coups semi-automatiques. Un coup que ça, c'est vide, là. Faut que tu le changes. Oui. Elle vient de compagnie 5 coups. Et elle vient 5 coups, pourquoi? Parce que la réglementation, un petit peu après, à la demande des victimes, puis c'était correct. Ruger a même réagi avant même l'ajustement de la loi pour passer son chargeur de 10 à 5 coups après le massacre. Donc, de façon autonome, se sont ajustés à réduire la capacité du chargeur avant même l'application de la loi concernant le nombre de balles dans le chargeur. Oui, dans les années 94-95, lorsqu'il y a eu une première vague, puis sais-tu quoi? Les chasseurs et tireurs sportifs étaient d'accord. Ben oui, on est tous d'accord avec ça. C'est vrai qu'une Mac 90 ou un AK-47, même s'il est juste semi-automatique, bon, ça n'a pas sa place à la chasse. Non, ça, du tout. Ça va flasher si, mettons, à l'époque, tu te fais une marmotte avec ça, mais par contre, au champ de tir, pour certaines raisons, il y a des gens qui aiment les armes à verrou, il y en a qui aiment les armes semi-automatiques de style standard, puis il y en a d'autres qui aiment les armes avec apparence ou ergonomie plus tactique, plus militaire, puis c'est non. Il y en a qui ont des transmissions automatiques, il y en a qui ont des transmissions manuelles. Exact. Mais cette arme-là vient de compagnie 5 coups, puis maintenant est prohibée. Oui. Alors que la compagnie Ruger a fait les premiers pas avant les législations des années 90. L'arme la préférée je pense que c'est l'arme la préférée de tout le monde. C'est une arme iconique, les cowboys, les toutes. Vient habituellement en 30-30 avec un chargeur, je crois, de 7. Un chargeur tubulaire de 7. Oui. Mais tirer 5 coups à la volée avec celle-là ou tirer 7 coups à la volée avec celle-là, le résultat va être le même. Même que la puissance d'impact de la 30-30 est de loin supérieure à la 2,23. Elle est légale pour le gros gibier au Québec. Celle-ci ne l'est pas. Puis c'est pas juste au Québec. Je crois que la législation concernant le minimum requis de 6 mm, je pense que c'est pan-canadien. Tu as raison.
Le résumé de tout ça, c'est que les chasseurs et tireurs sportifs sont parfaitement conscients qu'on doit faire quelque chose dans la régularisation de la problématique des armes à feu qui commettent des méfaits, mais que pour ce faire, on doit viser dans la bonne direction, c'est-à-dire les armes qui traversent nos frontières illégalement, qui se ramassent dans nos rues, qui commettent des crimes, et le marché criminalisé. Les armes qui sont légitimement possédées par des chasseurs et tireurs sportifs au sens de la loi ne sont présentes que dans 0,001% des méfaits ou actes criminalisés dans l'histoire du Canada. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut se ranger du même côté que les gens qui sont malheureusement en deuil dans les grandes tragédies. Mais que pour ce faire, il faut prendre toute cette énergie-là qui est faussement placée et la rediriger dans le bon sens et agir pour réussir à stopper ce flot-là d'armes qui rentrent illégalement, donner des moyens à nos forces de police et nos forces d'investigation, question de mettre le doigt sur ces problèmes-là, d'aller retirer les vraies armes qui sont présentes, comme l'ensemble des corps policiers, même l'Association des chefs de police du Canada vient de l'annoncer dans les derniers jours, qui sont présentes dans les méfaits criminels. Parce que lorsqu'ils saisissent des armes, elles proviennent du marché criminalisé, pas celui des chasseurs et des tireurs sportifs. Absolument pas. Toutes ces armes-là, bien que certaines aient été faites exclusivement pour la guerre, sont toutes des armes qui ont été achetées légalement, avec un permis d'acquisition d'armes à feu en règle et valide. La munition qui est utilisée dans ces armes-là, c'est la même chose. Ça prend les permis d'acquisition. Tout ça, je veux dire, il n'y a pas de différence entre celle-ci, puis celle-là, puis celle-là, au niveau d'un utilisateur responsable, autre que ce type d'arme-là, parce qu'on a catégorisé ça le type AR-15. Oui. Écoutez, il y a 350 compagnies ou plus qui font des armes à feu pour le tir sportif basées sur la plateforme AR-15. C'est pas une question de look nécessairement, ça donne que bon, ça a un look. C'est surtout une question d'ergonomie et de manipulation sécuritaire lorsque les compétitions ont lieu et qu'il se doit d'avoir un arbitre là. Il est collé sur toi, là. Si c'est à mon tour à moi, je dois te prouver à toi que mon arme est déchargée. Je dois te prouver chaque étape. C'est très, très, très standardisé. Fait que, essentiellement, puis on ne s'allongera pas plus que ça parce qu'il y en a déjà qui veulent aller avoir envie de pipi ou quoi que ce soit. J'imagine bien, c'est long, notre speech en tabarouette. Hein? Essentiellement, on se range du côté de ces tragédies-là. On a là des armes qui ont tous un potentiel de terrasser un animal. Tout ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est qu'il n'y a pas de conséquences entre le speech et l'application des règlements. Exactement. Et qu'on serait beaucoup mieux de s'occuper, et c'est ce qu'on veut, nous, chasseurs, prenez cet argent-là pour l'investir, mais mettez-la dans la lutte au niveau des frontières, au niveau des services policiers, forces d'investigation, et s'il vous plaît, pour ce qui sont des armes qui ont servi dans des massacres et qui ont été utilisées par des gens qui avaient des problématiques au niveau de la santé mentale, eh bien, on a vu des individus se faire donner leur loi 9 avec pourtant des problématiques telles que des psychoses, etc., et s'en servir. L'exemple de la Mosquée de Québec en est une très bonne. Renforcer les systèmes d'investigation au niveau de l'obtention de ces armes-là. Donc, il y a de la santé mentale là-dedans. Oui. Il y a toute une régulation au niveau de la criminalité, mais les chasseurs. Il y a aussi une partie où on ne doit pas rendre l'arme ou l'objet imputable pour le drame. C'est la personne qui le commet, c'est elle qui se doit d'être imputable. À même titre que si moi, un matin, par accident, j'écrase mon chat dans la cour avec mon camion, on ne va pas bannir tous les camions parce que j'ai écrasé mon chat, c'est ma faute à moi. Ou un accident. On dit, puis on va se comprendre là-dessus, puis on va terminer là-dessus, un objet inanimé n'a d'intention que celui que va lui conférer son propriétaire ou utilisateur. Exactement. On peut laisser la caméra rouler, ils ne bougeront pas de là. Non, regarde. Ils sont défectueux. Il n'y a personne qui est... Non, même pas. Là, regarde, ça ne réagit pas. Inerte. Oh, attention, Cato.